Radio MPC. Bonsoir, mesdames et messieurs. Vous suivez MPC Radio, une radio du journal KivuTimes.com, journal basé à l'est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous sommes samedi, le 5 septembre, l'année 2020, le 20h30 à l'est de la RDC, 13h30 à Texas, aux États-Unis d'Amérique. Depuis avril 2017, la guerre a éclaté dans les hauts plateaux d'Uvira, Fizi et Mwenga. Au début, c'était une sorte de conflit autour du groupement de Bijombo et plus tard, une guerre ouverte entre la défense locale Banyamulenge et celle des tribus voisines. Depuis plus de 3 ans, les affrontements ont fait rage et tous les habitants ont perdu. Sur la base de sources locales, les milliers de personnes déplacées à l'intérieur du pays, de certains d'autres ont péri, des milliers de vaches pillées, plusieurs villages et bâtiments publics incendiés. La tension entre les partis antagonistes s'aggrave au quotidien. Presque tout paralysé, aucune école ouverte, même les sites où les gens ont trouvé refuge sont assiégés par des forces négatives à un point où ils ne peuvent pas aller au champ. Différents mécanismes ont été mis en place, mais apparemment en vain. Le gouvernement provincial et central, même le délégué de la MONUSCO ont lancé des réunions à Minembwe et dans notre partie de Haut-Plateau, mais sans grand résultat. MPC Radio a eu l'occasion d'accueillir Roger Bouendois, coordinateur du projet Badilisha, la fondation Panzi, mandatée par la fondation de ce débat. Monsieur Roger Bouendois, bienvenue sur la radio MPC. Merci. Oui, nous sommes avec Jordan Mouquet, membre de la cellule de communication du gouvernement sur Kivu. Du Sud Kivu. Nous avons également Monsieur Jordan Mouquet, bonsoir et bienvenue sur notre émission. Bonsoir et merci. Oh, merci beaucoup. Nous sommes avec le vice-ministre honoraire ancien député et non que Sebineza qui suit de près les questions de sécurité au Sud Kivu. Monsieur honorable Sebineza, bienvenue dans notre émission. Monsieur Sebineza, bienvenue. Oh, peut-être que l'honorable Sebineza a connu un problème de connexion. L'équipe technique doit s'en charger. Nous allons continuer. Quand il vient, il va nous informer. Nous allons discuter l'insécurité actuelle dans les hauts plateaux, puis le long voyage vers un paix durable, vers une paix durable dans la province du Sud Kivu. Monsieur Jordan Mouquet, de nombreux hommes politiques ont divergé sur la question de la guerre qui a éclaté dans les hauts plateaux des Fizi, Mwenga et Uvira. Différents points de vue ont été élaborés comme cause la commune de Minembwe, la mort de Kawaza, l'éradication de Banyamulenge, la guerre régionale. Comment le gouvernement élabore-t-il cette préoccupation, M. Jordan Mouquet? Oui, merci encore une fois. Vous savez, la guerre que nous vivons aujourd'hui dans les hauts plateaux est une guerre qui a longtemps duré. Mais au moins, les autorités ou l'autorité provinciale Théo Ngouabi Kassi, depuis qu'il est à la tête de la province, il a tout fait pour mettre fin à cette guerre. Une guerre qui aujourd'hui a dépassé les limites communautaires. Au début, c'était un conflit communautaire, mais dans ce jour, on peut comprendre que c'est devenu une guerre. Alors, dans ce sens, l'autorité a à plusieurs reprises se déplacé vers Minembwe, où elle a entretenu beaucoup de rencontres avec toutes les communautés. Des rencontres qui ont amené à plusieurs approches. Entre autres, la première approche que nous devons comprendre par rapport à cette guerre, c'est l'approche politique. Pour l'approche politique, il a été question de renforcer l'autorité de l'État à Minembwe. Quand on parle de renforcer l'autorité de l'État,
on comprend qu'il faut que l'État apporte des solutions aux préoccupations de la population. Apporter des solutions aux préoccupations de la population, là on voit la viabilisation de l'espace de vie dans l'espace social, dans les villes qui sont dans les territoires. Quand on parle de la viabilisation, il faut voir la réhabilitation des routes, la création d'écoles, l'amélioration de la santé, l'emploi des jeunes désœuvrés par des métiers, l'agriculture, l'élevage. C'est ainsi que vous rappellerez que l'autorité provinciale, il y a de cela 3 semaines, s'était déplacée à Kinshasa, où il était invité par le ministre, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankonde, à Kinshasa, où pendant 3 semaines, le gouverneur de province, avec ses confrères des Oui, monsieur Enoch, en attendant, monsieur Jordan Mouké, monsieur Eric va le rejoindre dans notre studio. On peut continuer avec vous, monsieur honorable. Monsieur honorable, depuis 1996, je ne sais pas si vous nous écoutez. Je ne suis pas l'enchaînement des idées. On va débattre comment. Il y a une difficulté. Oui, vous nous captez, monsieur honorable Moïse, Enoch. Bon, je vous entends, mais ça se coupe régulièrement. Je ne sais pas si je vais vous suivre. Bon, comment on va suivre l'enchaînement des idées au moment où la technique nous met en difficulté? Il y a des coupures. Oui, je crois que c'était votre téléphone qui s'est coupé. On peut continuer. On a perdu M. Jordan Mouké qui avait commencé le débat. La question, je n'ai pas entendu la question. Oui, je peux poser votre question ici, honorable Sebineza. Depuis 1996, vous êtes impliqué dans la politique au Sud Kivu. Pourquoi le cycle de violence ne s'arrête jamais au Sud Kivu? Est-ce que vous m'entendez? Vous m'écoutez? Oui, je t'écoute bien. Bon, écoute, le problème du territoire de Fizi, Uvira et une bonne partie de Mwenga ne date pas de 1996. Si vous voulez savoir les origines de ce problème, de ce conflit, il faut le placer plus loin. C'est en 1964 que les deux territoires ont connu des conflits meurtriers avec la rébellion moulériste. En ce moment-là, moi j'étais jeune, je venais de commencer l'école primaire. On a dû arrêter pendant 6 ans, de 64 en 70. En ce moment-là, c'est un peu comme aujourd'hui, il y avait des jeunes gens qu'on appelait des moulévistes et qui semaient la désolation comme aujourd'hui. C'était encore le mouvement Maïmaï. Les Maïmaï d'aujourd'hui sont des petits-fils ou des arrière-petits-fils de Maïmaï de 1964. On a semblé avoir une paix relative de 1910 et 1970 en 1900, comme je l'ai dit, en 1996. En 1996, c'est là justement que vous dites qu'il y a eu une guerre. Mais avant cela, il s'est passé un problème sur
sur la question de la nationalité, les leaders du Kivu ont créé un problème contre une communauté, la communauté Banyamulenge. En 82, on ne les a pas enrôlés, puisqu'on disait qu'ils étaient étrangers. En 87, c'était la même chose cette fois-là. On a refusé de voter. À la conférence nationale souveraine, en 1990, qui correspond aux guerres des pays voisins, au Burundi et surtout au Rwanda, à la CNS, on n'a pas accepté que les Banyamulenge participent comme tous les autres Zaïrois à l'époque. Donc, voilà un peu la construction d'une haine qui se transforme aujourd'hui pratiquement en guerre, puisque la guerre qui se passe dans le plateau aujourd'hui, le Maï-Maï exige tout simplement de chasser les Banyamulenge du Congo. Et il faut rappeler le discours qui était encore en 1996, c'était la même chose, avec la résolution du HCRPP du 28 mai 1995. Où pratiquement, vous vous rappelez, vous êtes jeunes, mais ceux qui nous écoutent, ceux qui vont nous écouter, se rappellent que dans cette résolution, on avait cité même l'évêque du diocèse de Vira qui, par le fait seulement qu'il est une langue et donc étranger. Voilà un peu d'une manière de ramasser la construction d'une haine aujourd'hui qui alimente la guerre des hauts plateaux. C'est puisque les Banyamulenge, on les traite d'étrangers et on doit les chasser. C'est ça la guerre qui est dans le plateau. C'est une guerre de chasser les Banyamulenge et déraciner les Banyamulenge. Et en partie, ça réussit puisqu'une bonne partie de cette communauté a fui. L'espace sur lequel les Banyamulenge vivaient avec les autres communautés, pratiquement il ne reste que peut-être 10%. Ils ne peuvent circuler que sur 10% ou même 5%, puisqu'il n'y a que Minende, le camp de déplacés de Mikenge, autour de Morangia, une petite partie de Bijombo, et c'est tout. Et voilà, tout ça, puisqu'il y a aussi l'absence de l'État. Si je peux m'arrêter là. Merci beaucoup, honorable Enoch Ruberangabo. Est-ce que l'équipe Monsieur Jourdain qui nous écoute? Monsieur Jourdain et Monsieur Roger, est-ce que vous nous captez? Oui, moi, Roger, je vous écoute. Roger, je vous écoute. C'est Roger. Est-ce que vous deux, vous êtes en ligne? Je suis en ligne. Je ne sais pas pour l'autre collègue. Ok, il va se prononcer quand Monsieur Roger Bouhendoa, Enoch Ruberangabo, peut-être que tu ne l'as pas écouté comment j'ai expliqué sa question posée, mais il a dit que donc les Banyamulenge sont traités comme les étrangers. Et c'est ça la cause d'une guerre qui s'aggrave à l'Est. Mais je posais la question avant que vous reveniez donc sur son propos. Monsieur Roger Bouhendoa, depuis 1996 jusqu'à maintenant, les guerres ne sont jamais terminées au Sud Kivu. Quel sentiment la dernière guerre qui a éclaté donne-t-elle à la fondation du prix Nobel que vous représentez ici? Merci beaucoup. D'abord, le premier sentiment est que la guerre n'épargne personne. Nous sommes tous de loin ou de près touchés, parce que là, ce sont des vies humaines qui sont sacrifiées. L'état de droit n'existe pas.
La loi qui règne pendant la guerre, c'est la loi de la jungle. Et à l'hôpital de Panzi, comme la Fondation Panzi, deux structures créées par Dr Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, continuent en fait à être tourmentées par ces droits humains qui sont bafoués. En fait, depuis 1996, d'ailleurs un peu plus légèrement avant, a commencé à régner chez nous une période sanglante d'absence de paix. Et cette période sanglante d'absence de paix, je pense que si l'on posait la question à moi, à Roger Bouendois, je répondrais comme c'est dû au fait qu'on ne cherche pas à connaître le vrai cause de ces gens qui sont en train de cohabiter quand même ensemble pendant quelques décennies. Je n'ai pas entendu tout ce que M. Enoch avait dit avant, mais je voudrais quand même dire, à ce que j'ai entendu, que nous sommes tous venus de quelque part. Nous sommes tous venus de quelque part. Nous savons tous que le monde est peuplé par des migrations. Ce n'est pas seulement en Afrique. Partout dans le monde, qui sont à Londres aujourd'hui, ils sont quand même venus. Certains sont venus des Indes. Ceux qui sont aux États-Unis, certains sont venus de l'Irlande. Donc, nous sommes ici, les migrations bantoues et d'autres migrations montrent que le monde est en mouvement et ce mouvement, il fait que le monde soit dynamique. C'est-à-dire, les sentiments que certains peuples soient traités de perpétuels étrangers, je pense que ce n'est pas un sentiment, enfin, ce n'est pas une opinion qu'on doit soutenir. Du tout. Je dis le premier sentiment, c'est un sentiment de déception. Ça fait longtemps que chez nous, nous ne vivons pas dans la paix. Or, quand il n'y a pas de paix, le développement ne peut pas suivre. Tout ce que j'avais entendu les messieurs du gouvernorat dire avant, tout cela ne peut avoir lieu que s'il y a la paix. Il n'y a que pendant les temps de paix que des gens ont des visions. Il n'y a que pendant de paix qu'on peut parler de développement. Il n'y a que pendant la paix qu'on peut parler de l'élevage, de l'agriculture, des emplois, des métiers, et bref, du développement. Donc, chez nous, le développement va prendre du temps à venir, dès lors que nous ne voulons pas construire notre sous-région, notre terroir sur des bases et des fondations de paix, ancrées de paix. C'est pourquoi, en fait, d'ailleurs, le docteur Mukwege continue à faire cet appel. Que nous devons nous battre pour la paix. Nous devons nous battre maintenant. Cette génération va se battre pour la paix pour les générations à venir. Si nous ne nous battons pas pour la paix maintenant, ça ne sert à rien que nous soyons là où nous sommes aujourd'hui. La situation dans le haut plateau, dans le haut et les moyens plateaux, c'est une situation qui nous préoccupe personnellement, mais aussi ça préoccupe tous les Congolais, le prix Nobel y compris. Ça préoccupe tous les Congolais et notre prière est que la paix revienne maintenant. Et pour que la paix revienne, il y a des bases. Il y a des bases. Sinon, on risque de réfléchir à aller sur des tables de négociations qui vont ressembler à prendre une marmite où tout est en train de bouillonner et vous couvrez avec un couvercle. C'est-à-dire, c'est faire semblant, en fait, au nom de la paix. Parce qu'on voit la marmite couverte par un couvercle, que, bon, il n'y a pas de problème. Mais le problème est en train de bouillonner à l'intérieur même de la marmite. Dès que vous sortez le couvercle, en fait, tous les problèmes que vous avez pensé, vous avez fait semblant de voir, vous le revoyez. Alors, pour essayer, la solution la plus durable qu'il faille trouver, c'est de réfléchir sur les besoins de chaque communauté. Quels sont les intérêts des communautés qui cohabitent dans le moyen et le haut plateau? Quels sont les intérêts de Babembe? Quels sont les intérêts de Banyindu? Quels sont les intérêts de Banyamulenge? Quels sont les intérêts de Bashi? Quels sont les intérêts de d'autres peuples qui sont sur le milieu là-bas? Quels sont leurs intérêts? Après qu'on ait connu leurs intérêts, on regarde, en fait, où est-ce que cette communauté empiète ou empiéterait les intérêts de l'autre communauté. Essayez de réfléchir avec les communautés, leur montrant leurs intérêts. Parce qu'il n'est pas normal que nous tous nous fassions la même chose. Sur le haut et les moyens plateaux, il y a des populations qui sont reconnues à agriculteurs ou agricultrices, si vous voulez.
ces populations-là qui sont reconnues, ce qu'on appelle communément les agriculteurs, ils ont des motifs, ils ont des intérêts, ils ont leur mode de vie, ils ont des activités qu'ils développent. C'est ça leurs intérêts. Et quels sont les intérêts des populations qu'on appelle des populations éleveurs, qu'on appelle communément comme ça? Quels sont leurs intérêts? Est-ce que les intérêts des éleveurs empiètent les intérêts des agriculteurs? Qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver une solution durable, pour montrer aux agriculteurs qu'ils ne peuvent pas vivre sans les éleveurs et vice-versa? Je prends un foyer qui est en même temps agriculteur et éleveur. Ce foyer-là peut prendre le fumier, je parle d'un foyer, c'est-à-dire une personne, un papa et une maman et des enfants, une famille, qui a des vaches et qui a des champs. Je réfléchis de manière simple, je pense que, je suppose que cette personne-là pourra utiliser ce fumier qui viendrait de la vache pour fertiliser son champ, utiliserait son champ pour faire le fourrage pour la vache. Donc, là, je trouve que les intérêts sont partagés, c'est-à-dire l'agriculteur a besoin de l'éleveur et l'éleveur a besoin de l'agriculteur. L'éleveur pourra acheter le manioc que l'agriculteur va produire, et l'agriculteur va acheter le lait que l'éleveur va produire. Là, voilà la dynamique dans laquelle le cultivo devrait être. Regardez, frère, si aujourd'hui, Minembwe pouvait, je vais parler de tous les hauts plateaux, tous les hauts plateaux, jusque dans le Mwenga et le Fizi, si tous les hauts plateaux produisaient le lait, j'avais encore discuté avec un autre une fois, le lait que nous prenons aujourd'hui du Rwanda. Entre-temps, nous disons que nous avons des populations éleveurs. Les populations éleveurs produisent quoi? Où se trouve le lait? Où est consommé le lait produit par des vaches de Minembwe? Est-ce que ce n'est pas un intérêt qu'à Minembwe et dans le reste des hauts plateaux, on vive en paix pour que l'éleveur produise son lait, le traite, le conserve et l'envoie en décargaison à Bukavu, à Goma, à Ituri, à Kisangani, à Kinshasa, et même à l'extérieur pour la consommation. Où se trouve le fromage? Le fromage que nous consommons à Bukavu, j'ai été à Kinshasa, dans l'alimentation du Kivu, j'ai vu le fromage qu'on produit à Goma. Ça, j'ai vu. J'ai regardé, je n'ai pas vu le fromage qu'on produit à Minembwe, je n'ai pas vu. Et ça, on avait discuté avec eux. Donc, nous avons tous besoin de la paix. Les agriculteurs, c'est les éleveurs. Oui, monsieur Bouendo, si on peut revenir à vous après, parce que on va vite parce que les minutes sont comptées. Vous voulez intervenir sur la question de Roger? Non, bon, ça, ce n'est pas un débat, ça. Ça, ce n'est pas un débat, puisque quand on n'écoute pas l'autre, quand on n'entend pas l'autre, c'est difficile de débattre, c'est impossible même. Donc, la voix ne passe pas. Peut-être que votre téléphone a un problème, mais monsieur Roger, est-ce que tu écoutes honorable Sebineza? Oui, je suis en train d'écouter M. Enoch. Ok, Enoch, vas-y faire un petit commentaire sur le propos de Roger. Honorable Sebineza, je ne sais pas si vous nous captez. Bon, peut-être qu'il a eu un problème technique avec son portable, je ne sais pas, parce que tout le monde écoute. Monsieur Jordan, est-ce que vous nous captez aussi? Oui, je suis là, je suis en ligne, je vous écoute. Ok, monsieur Jordan Moukié, je vous posais une question. De nombreux hommes politiques ont divergé sur la cause de la guerre qui a éclaté dans les hauts plateaux de Fizi, Mwenga et Uvira. Différents points de vue ont été élaborés comme cause la commune de Minembwe, donc la création de la commune de Minembwe. La mort de Kawaza, le chef Mounindu, l'éradication de Banyamulenge, donc la guerre régionale. Comment le gouvernement élabore
partagent-ils cette préoccupation? Oui, vous savez, la guerre qui se passe maintenant dans les hauts plateaux, c'est une question qui préoccupe tout le monde, que ce soit au niveau local, provincial, national et même international. Mais alors, le gouverneur de province de Ngouabi-Djekassi, comme vous le savez, il a rencontré ces problèmes, mais il s'est dit qu'il doit tout faire, il doit tout mettre en œuvre pour sécuriser la population dans les hauts plateaux. C'est ainsi qu'il a entrepris plusieurs dialogues de ce côté-là, dans les soucis de réinstaurer l'autorité de l'État. C'est dans ce sens même que je vous rappelle, il a voyagé à Kinshasa il y a de cela 3 semaines, avant qu'il ne revienne hier, où il a été invité par les ministres, les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur pour parler réellement des problèmes sécuritaires au Sud Kivu, surtout dans les hauts plateaux. Parce que ces problèmes ont longtemps duré et nous pensons qu'il est le moment pour mettre fin à ces problèmes. Le gouverneur a même été reçu par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, avec les premiers ministres qui tous ont compris qu'il est temps que les autorités s'impliquent. Alors, une approche a été développée pour lutter, pour finir cette guerre, l'approche DDR. L'approche DDR consiste à la réinsertion des populations. Mais aussi, il faut que les autorités réorganisent encore d'autres dialogues pour amener les communautés à comprendre les bien fondés de vivre ensemble. Parce que j'ai suivi Roger développer une thématique très importante où il montre réellement les bien fondés de vivre ensemble. Parce que si nos communautés comprennent qu'aujourd'hui, il est temps qu'on puisse vivre ensemble, cela sera bénéfique à nous tous. Cela pourra nous aider parce que, vous savez, c'est depuis longtemps que les communautés qui sont maintenant en conflit vivent ensemble. Mais est-ce que les communautés pourront continuer à vivre dans la guerre? Non. Maintenant, là, il est question à nous tous. Non seulement la question ne revient pas seulement aux autorités, mais surtout à nos populations. Parce que vous vous rendrez compte que ces gens qui sont dans les groupes armés aujourd'hui, ce sont nos frères. Ce sont nos cousins, nos amis et nos frères. Il nous revient à nous aussi de comprendre et de sensibiliser nos frères qui sont dans les groupes armés à quitter ces groupes armés et à se réintégrer dans la société. Mais pour les réinsertions sociales, il y a des préalables qu'il faut respecter. Entre autres, trouver de l'emploi pour eux, des projets qui pourront les aider à vivre après cette vie dans la forêt. Mais aussi, il y a d'autres approches qui doivent nous intéresser, qui doivent vraiment être des décisions qui doivent être prises par les autorités. Entre autres, des décisions militaires qui doivent être renforcées. Il faut que l'armée comprenne qu'il revient à l'armée républicaine de remettre aussi de l'ordre dans les hauts plateaux afin de lutter contre tous ces groupes armés et que, une fois l'armée comprend qu'il est temps, oui, que l'armée comprenne aussi, il faut que l'armée fasse son travail, l'armée et la police doit faire son travail, celui de sécuriser la population. Mais c'est là, il revient aussi à nos autorités de renforcer et d'améliorer les conditions de vie de nos forces armées afin de lutter contre toutes ces guerres qu'il y a là-bas. Parce qu'il est maintenant temps de restaurer l'autorité de l'État dans les hauts plateaux et c'est une question que nos autorités ont compris. Mais là, il revient à nos populations de sensibiliser nos frères et d'accompagner nos autorités dans toutes ces démarches qu'ils sont en train d'entreprendre pour le retour de la paix dans les hauts plateaux. Parce que ces problèmes ont longtemps duré et nous pensons qu'il est temps de mettre fin à tout ça. Je tiens aussi à rappeler, au cours des rencontres du gouverneur à Kinshasa, où il a rencontré les partenaires internationaux, la MONUSCO et l'ambassadeur des États-Unis, tous ensemble, ils ont réfléchi sur des mécanismes à adopter pour le retour de la paix. Et je pense que le moment est venu pour nous d'être optimistes et de comprendre que nous devons accompagner les efforts de nos autorités et surtout sensibiliser nos populations à comprendre les biens fondés de vivre ensemble. Parce que si nous vivons ensemble, nous allons construire une province, nous allons bâtir notre province et nous tous, nous allons profiter des richesses que regorge notre province. Parce que si de l'autre côté, il y a ceux-là qui font dans l'élevage, il y a d'autres qui sont dans l'agriculture, vous imaginez si toutes les communautés fédéraient leurs forces, si toutes les communautés mettaient ensemble tout ce qu'ils ont comme potentiel, combien ça pourrait servir
à nourrir la province, combien ça pourrait contribuer au développement. Je tiens aussi à rappeler qu'il n'y a pas de développement sans sécurité, il n'y a pas de développement sans la paix. Alors si nous espérons ou si nous voulons qu'il y ait développement chez nous, il revient à nos autorités d'imposer la force et de l'ordre, mais aussi de comprendre que nous tous, nous sommes Congolais, nous devons vivre ensemble pour l'intérêt général. L'intérêt général doit nous aider à construire vraiment une province prospère. C'est pourquoi je lance toujours un appel à toute la population et surtout à vous journalistes de continuer à sensibiliser, à faire des messages de paix pour qu'on comprenne réellement que nous avons besoin de vivre ensemble. Parce qu'une fois unis, nous serons forts. Une fois unis, nous allons construire, nous allons vivre dans le développement tant espéré. Oui, rappelons à notre audience que vous suivez l'émission de MPC qui parle sur la question de l'insécurité dans la province du Sud Kivu, particulièrement dans le Haut-Plateau d'Uvira, Mwenga, Itombwe et Fizi. Nous allons revenir dans un instant après cette pause. Vous écoutez la radio MPC. Oui, on continue notre émission. Monsieur Roger Bouendoa, le prix Nobel a été critiqué pour son point de vue sur l'attaque de Kipupu. Certains ont été niés par la façon dont il a lié le mouvement de 1996 aux attaques de Kipupu. N'est-ce pas, ces défis lourds pour les seuls détenteurs du prix Nobel au Congo? Bon, c'est vrai, cette question a soulevé beaucoup de polémiques, pour rien. Pas pour rien. Juste un petit correctif, je voudrais faire. Je ne préside plus à la destinée de Badilika maintenant. Je ne suis pas coordinateur de Badilika, mais je continue à œuvrer dans Badilika et étant expert en matière de toutes les questions des genres et de plaidoyer. Pour revenir à votre question de tout à l'heure, je pense que depuis que le docteur Mukwege il avait fait un tweet sur les massacres de Kipupu pour déplorer, il lui revient ce rôle de sonneur de glas quand la paix est menacée. Il l'a fait pour plusieurs autres massacres chez nous. Le massacre de Kipupu, je pense que c'était au mois de juillet le 16, si je ne m'abuse, du 16 au 17, le docteur a fait un tweet, je pense le 26 ou quelque chose comme ça. Et après qu'il ait fait ce tweet, il y a eu une certaine frange d'intellectuels congolais qui ont tiré à boulet rouge sur le docteur, les prenant pour un négationniste de ce qui s'est fait du côté d'une certaine communauté, alors qu'il monte sur le créneau pour dénoncer les massacres de Kipupu. La chose que je n'ai pas compris est que on n'a pas attaqué, cette opinion-là n'a pas attaqué ceux qui ont commis le massacre de Kipupu. Parce que tout ce que le docteur a dit, il a dit que c'est la suite. C'est la suite de ce que du rapport mapping de l'impunité qui a été consacré depuis un certain temps chez nous. Parce qu'on ne peut pas faire la justice sur des fosses communes. Et le docteur a dit que le massacre de Kipupu, voilà un massacre de plus, voilà des victimes pour rien, alors que nous rêvons que la paix revienne. Il y a des gens qui sont en train d'être massacrés. Le docteur n'avait pas donné le nombre des gens qui étaient massacrés à Kipupu, n'avait pas dit le nom de ceux qui ont commandité ces massacres-là, mais il a reçu plusieurs menaces, dont les menaces de mort. Et nous avons compris que dans cette communication, ceux qui ont attaqué le docteur, ceux qui en ont voulu à son intégrité physique, morale, mentale, psychologique et même spirituelle, ne sont nul d'autre que des gens qui voudraient que ceux qui disent la vérité se taisent, pour que les massacres se commettent et que les gens se taisent. Ça, je ne pense pas que ni le docteur Mukwege, ni d'autres défenseurs des droits humains accepteraient
Excusez-moi, dites-vous, il y a une parole sage que le docteur aime prononcer, dire la vérité, c'est le début du changement. Il n'y a donc pas de changement si on ne dit pas la vérité. Le docteur n'a fait que faire son travail, dire qu'on a tué Akipupu, et ce n'est pas bien. Et si on avait observé le rapport mapping, si l'on avait mis sur la table les noms de criminels, si on les avait, s'ils avaient été sanctionnés, nous pensons que ce théâtre macabre qui est en train de se dérouler chez nous n'aurait pas lieu. Voilà, en quelques lignes, ce que je dirais. Hein, le docteur a souffert de toutes ces attaques. Et il y a même des personnalités étrangères qu'on a vues sur les réseaux sociaux, un général rwandais qui avait même traité un docteur Mukwege de Mouchi du Sud Kivu, qui est en train de travailler pour un lobby étranger, enfin deux mots au fait qui n'augurent pas le respect pour le peuple congolais, pour les massacres qu'on a commis chez nous. Du reste, je voudrais dire que ce général rwandais, il était quand même chef d'état-major, hein, et un des hauts cadres pendant la rébellion de l'AFDEL, appelée guerre de libération. À part ça, d'autres intellectuels, on a vu des tweets, on a vu des messages, des gens qui se présentent avec des pseudonymes, mais qui, au fait, ne font que tirer sur le docteur, qu'ils ne parlent que des massacres d'un côté. Ça, je ne pense pas que c'est vrai. Parce que quand Beni est attaqué, Beni n'est pas dans le plateau du Sud Kivu, hein. Beni est dans le nord, on l'appelle ça nord-nord, dans le nord-nord du Nord Kivu. Le docteur en a parlé, il a parlé des Enyélé, il a parlé... Monsieur Roger, on n'a pas parlé des massacres de Beni, parce que ce sont il faut dire les mots en vrai terme, parce que ce sont les Banyamulenge, donc le Rwanda-Fond, qui réclament leurs droits, qui disent que peut-être que Mukwege ne pourrait pas réclamer un simple massacre de Kipupu, parce que, comme ils le disent, bien sûr, je dis comme ils le disent, parce qu'il y avait des massacres, il y avait des maisons incendiées, des vaches volées, pillées. Peut-être que les Banyamulenge réclament leurs droits aussi, parce que Mukwege n'a pas réclamé, au moment où Maïmaï, le Red Tabara volaient leurs biens, il n'a pas réclamé, mais il l'a réclamé sur le massacre de Kipupu. C'est ça qu'ils disent. Je ne comprends, finalement, je ne comprends pas la question. Si ce débat est pour la paix, je pense que nous devons rester sur la ligne de la paix. Et oui, sur la ligne de la paix, je voudrais dire que le docteur Mukwege... Je dis ce que les Banyamulenge disent, que Mukwege n'a pas intervenu sur la guerre qui continue dans le Haut-Plateau. Ils disent que leurs vaches sont volées. Alors, ils disent qu'ils ne pourraient pas intervenir sur le massacre de Kipupu sans avoir aussi signalé la guerre qui continue dans le Haut-Plateau. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de lire le rapport mapping. Je ne pense pas que les rapports mapping excluent les victimes Banyamulenge qui ont été massacrées chez nous. Frère, le rapport mapping est clair sur ces sujets-là. Il y a des Banyamulenge qui étaient à l'hôpital de l'Emera, qui étaient massacrés quand la guerre a commencé. Et le docteur Mukwege ne cesse de parler qu'il naît des victimes. Je dis pas qu'il fait une sélection, je veux parler de ces victimes ici, je ne veux pas parler de ces victimes-là. Ça, loin s'en faut, ça, ce n'est pas le débat pour le docteur Mukwege, du tout. Et d'ailleurs, lors de la commémoration de la journée commémorant le massacre de Gatumba, le docteur a envoyé un message, et dans ce message, il a dit la même chose, que ceux qui ont perpétré ces massacres-là, des Gatumba, sur la peau des populations Banyamulenge, parce que vous voulez qu'on singularise les ethnies, nous avons pensé que ce n'était pas intéressant. Et il a dit clairement que ceux qui ont commis le massacre de Gatumba doivent répondre devant la justice. Doivent. Nous savons tous comment ça s'était passé. Nous savons tous comment ses frères et sœurs ont été massacrés à Gatumba. Et d'autres massacres continuent. Et je pense quand même que sonner les glaces sur un massacre fait ne devrait pas faire que le docteur Mukwege ait soulevé toute cette forme de tollé qu'on a vu contre lui. En fait, je pense que ce n'est pas moral. Ceux qui ont fait ça,
ils sont responsables de leurs actes. Nous sommes pour la paix et nous ne répondrons que pour la paix, même quand tous les autres pensent que la paix n'est pas la voie qu'on doit chercher. À Panzi, le docteur Mukwege n'a jamais été pour la violence. Qui que ça vise, il n'est pas pour la violence et il dit si nous voulons la paix, nous devons construire d'abord la paix. Nous ne pouvons pas penser que nous pouvons avancer, nous pouvons avoir des organisations qui vont venir chez nous. Je voudrais dire, nous pouvons avoir des investisseurs qui vont venir chez nous, alors que chez nous, c'est pas tout le temps le théâtre de guerre. Il va venir investir son argent chez nous, alors qu'il n'y a aucune sécurité. L'ami du gouvernement venait de le dire. En fait, si sans sécurité, les investisseurs ne vont pas venir. Sans sécurité, tous ces grands programmes, qu'ils soient de la Banque mondiale, de Fonds mondial international, FMI, BAD et autres, ne vont pas venir s'il n'y a pas de paix. Et ça sera la première condition. S'il n'y a pas de sécurité, ils ne vont pas investir. S'ils n'investissent pas, c'est-à-dire nos jeunes ne vont pas trouver de l'emploi. S'ils ne trouvent pas de l'emploi, ils vont chercher le moyen facile de trouver de l'argent, et c'est prendre une Kalachnikov, mais malheureusement tirer sur son frère, tirer sur sa sœur. En fait, toutes ces communautés qui se font la guerre aujourd'hui, c'est vrai. En fait, l'État qui a ses pouvoirs régaliens de travailler pour la paix, devrait être présent dans les communautés, étudier leurs besoins, imposer la paix, s'impose. J'ai longtemps été dans les pays de Grand Lac, qui aussi ont été des théâtres de conflits, mais où des gouvernements en place se sont imposés et ont imposé à leur peuple la paix. S'il n'y a pas de gouvernement sérieux qui impose à notre peuple la paix traînera à venir. C'est ce qui fera que tout aventurier se transforme en Maïmaï, en Goumino, à Red Tabara et autres, et malheureusement, on entend que les villes ou les villages sont tombés, des communes ou des chefs-lieux de communes. Tout cela n'augure pas la paix. Ça ne sent pas la paix, ça. En fait, je pense que... Oui. Oui, est-ce qu'on peut passer à... je vais passer à M. Jourdain. Je vais revenir à vous après M. Roger. D'accord. Oh, oui, monsieur Jourdain, tu nous captes aussi? Oui, je suis toujours là. Oui, on vient de parler du gouvernement parce que votre confrère a démontré que nous avons un gouvernement faible et puis nous allons débattre sur cette question. Monsieur Jourdain Mouquet, cela fait 3 ans que les habitants du Haut-Plateau réclament l'aide humanitaire. Le président de la République aussi, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers son DIRCAB, a promis une somme de 55 $1,000 en 2019, mais seuls 50 $000 leur ont parvenu. Avez-vous fait un suivi de cet argent? Oui, j'aimerais d'abord qu'on rectifie ensemble les mots État faible. Non, on ne doit pas parler d'un État faible. Donc vous parlez d'une volonté politique? Combien? Pardon? Vous parlez donc d'une faiblesse de volonté politique? Non, je suis en train d'y arriver parce que nous savons tous combien nos autorités provinciales comme nationales sont impliquées, combien cette question touche de près toutes nos autorités. Et pourquoi même je vous ai dit quand j'ai commencé à parler, il y a eu pendant 3 semaines des grandes réunions à Kinshasa où les autres gouverneurs du Nord Kivu et Ituri, et 2 autres provinces où il y a des conflits armés. Il y a eu des grandes réunions au cours desquelles des solutions idoines et adéquates ont été prises pour le retour de la paix. Je vous ai parlé du programme DDR. Les programmes concernent la réinsertion sociale de nos communautés. Parce que cette guerre ne profite à personne. Que ce soit une communauté ou une telle autre communauté, ça ne profite à personne. Et si ici même à Bukavu, à Uvira, on peut continuer à banaliser cette question, c'est qu'on ne comprend pas que les méfaits de cette guerre dans les hauts plateaux peuvent aujourd'hui aussi nous rattraper dans la ville. C'est pourquoi nos autorités, en toutes ces responsabilités, ont compris qu'il était temps vraiment de mettre fin à ces guerres qui n'ont pas encore dit leur dernier mot. Et pourquoi je tiens aussi à vous rappeler que nous, populations, nous avons aussi un grand travail à faire. C'est pourquoi d'abord je félicite et j'encourage
notre prix Nobel, qui a toujours lancé des messages de paix, qui a toujours compris ensemble, pour qu'il y ait développement, nous devons d'abord travailler pour la paix et que la paix revienne. La paix doit être aussi imposée par les forces armées. Et nos autorités ont compris. Voilà pourquoi nos autorités renforcent l'armée. Voilà pourquoi nos autorités sont en train de tout mettre en œuvre pour que l'armée républicaine fasse son travail. Il n'est pas question que les Maïmaï et que tous les autres groupes armés continuent à œuvrer dans les hauts plateaux, mais il est temps alors que notre armée prenne les règnes. C'est pourquoi il est question aussi de comprendre que, bien que l'autorité ait la volonté d'imposer la paix, nous aussi, population, devons comprendre les bien fondés, comme je l'ai dit, de la paix. Parce que la paix n'est pas seulement de l'apanage des autorités. La paix est aussi profitable à nous, populations. On ne cessera de le dire pour vivre dans une province meilleure, pour espérer aller à l'école, pour espérer avoir de bonnes routes, pour espérer avoir de l'emploi. Nous devons comprendre que nous devons quitter la forêt, nous devons arrêter avec les armes. S'il y a quelqu'un qui veut continuer, autant nous intégrer l'armée républicaine et non des forces armées. Ces forces armées ne profitent à rien. Donc, il nous revient à nous, vous en tant que journalistes, nous, nos frères qui sont dans les hauts plateaux et partout aussi où il y a des conflits, de les sensibiliser. Les sensibiliser à comprendre que lorsqu'on tue son frère, on ne profite rien. Mais si on se met ensemble et on travaille ensemble, il y aura un développement qui sera profitable à nous tous. C'est pourquoi j'appelle toutes les communautés à comprendre combien continuer sur cette lancée, c'est continuer à perdre des vies humaines, perdre des biens, et cela n'est pas bon. Mais si on se met ensemble, je crois qu'après les réunions qui ont été tenues à Kinshasa, le gouverneur est rentré hier en province avec un message d'espoir, un message de paix, un message qui lui a été donné par le président de la République en personne, qui lui a rassuré de son implication personnelle dans ce dossier dans les hauts plateaux. Alors, restons optimistes et continuons à sensibiliser nos frères à quitter les groupes armés. Parce que ceux-là qui œuvrent dans les groupes armés, ce sont nos frères. Ce ne sont pas des gens qui viennent de l'extérieur ou pas. Mais aussi, il y a une autre question que nous ne devons pas banaliser. Il faut surtout aussi renforcer les coopérations dans la sous-région. Parce que si nous renforçons les coopérations dans la sous-région, c'est une question qui a été traitée au niveau national. Donc, restons optimistes et croyons, faisons confiance à nos autorités, accompagnons nos autorités et sensibilisons nos frères qui sont dans les groupes armés à quitter les groupes armés. Et on ne doit que parler d'un seul langage. Et le vrai langage, c'est le langage de la paix, parce que lorsqu'il y aura paix, il y aura sécurité. Nous devons arrêter aussi de porter des préjugés sur les personnes. Nous sommes tous Congolais et nous devons vivre en tant que Congolais. Il n'y a personne qui est étranger sur le sol congolais. Nous sommes tous Congolais. Nos communautés qui vivent dans les hauts plateaux, ce sont des vrais Congolais. Les Congolais qui doivent vivre ensemble. Parce que si on continue avec des préjugés personnels, des préjugés sur les tribus, on doit arrêter avec cette question des tribus. Nous devons comprendre que nous avons une seule terre, une terre mère, la RDC. Et la RDC, c'est 100 Congolais qui coulent en nous, doit continuer à nous conduire dans tous nos agissements. On arrête avec les préjugés, on arrête de condamner telle ou telle autre personne ou telle autre communauté. Nous devons voir surtout les bons côtés des choses. Parce que si on continue à voir les mauvais côtés des choses, cette guerre ne finira jamais. Mais aussi, le plus important, et ce qui me rend encore plus heureux, moi, c'est de comprendre combien nos autorités actuellement ont compris qu'il est temps d'imposer la paix dans les hauts plateaux. Comme Roger l'a dit, la paix s'impose. La paix sera imposée pour que nous puissions construire une province, construire notre pays. On a déjà perdu des milliers de personnes et il est inacceptable qu'aujourd'hui on continue à vivre dans l'insécurité. Il est inacceptable qu'au XXIe siècle, on continue à vivre dans une province sans électricité. Non, on ne doit plus continuer à vivre sans savoir si demain on va se réveiller parce qu'il y a des balles qui sont en train de retentissent de partout. Non, nous devons comprendre qu'il est le moment de construire notre province. C'est pourquoi là, ce programme de réinsertion sociale va apporter beaucoup de bien. Parce que vous savez, s'il y a nos frères qui sont maintenant dans les groupes armés, c'est parce qu'à un moment, il y a eu quelques problèmes, des problèmes de chômage, des problèmes de famine. Les genres de problèmes ont fait à ce que les jeunes quittent leur foyer pour
prendre les armes et commencer à chercher par force comment se nourrir. Mais avec le nouveau programme, je vous informe par ici même, il y a un programme qui sera bientôt lancé dans la plaine de la Ruzizi, un programme agricole volontariste qui va occuper des milliers et des milliers de personnes dans la plaine de la Ruzizi. C'est aussi un moyen d'inciter nos frères qui sont dans la forêt à quitter la forêt et venir travailler dans ces programmes agricoles volontaristes. Ces programmes vont beaucoup nous aider. Et à part ce programme, il y a d'autres qui sont en train de venir. Il y a d'autres programmes. Il y a des chantiers qui seront lancés, les chantiers routiers seront lancés sur la route Uvira. Il y a des chantiers qui seront lancés ici à Bukavu, dans d'autres territoires. Donc que nos frères comprennent qu'il y a de l'emploi qui est en train d'être créé. Et que l'emploi qui est là, que les gens viennent. Et qu'ils quittent les groupes armés, qu'ils rendent les armes. Parce que ces armes ne profitent à rien. Nous sommes tous victimes de ces guerres. Nous sommes tous victimes. Donc il n'y a aucune communauté qui profite de la guerre. Au contraire, nous sommes en train de perdre nos familles, nous sommes en train de perdre nos biens. Mais si on quitte l'armée, on vient intégrer, si on quitte les groupes armés, on vient intégrer ces projets qui sont maintenant en train d'être lancés, surtout ces projets agricoles qui seront lancés dans la plaine de la Ruzizi. Vous savez, la plaine de la Ruzizi est tout proche des hauts plateaux. Nos frères comprennent qu'il faut quitter les groupes armés et venir travailler dans des projets que le gouvernement est en train de lancer. Ça pourra nous aider vraiment à éviter toutes ces pertes de la vie humaine. Parce que ces pertes ne profitent à aucune de nos communautés. Que ce soit la communauté Banyamulenge ou d'autres communautés, ces guerres ne nous profitent à rien. Donc ensemble, sensibilisons la population à comprendre qu'aujourd'hui, nous avons un État responsable, un État qui comprend les enjeux de l'heure, un État qui a souci de la population et qui veut que la paix règne et rien que la paix. Oui, monsieur Jordan, merci beaucoup. Je vais revenir dans un instant. Nous allons continuer. Nous allons accueillir notre confrère, mon collègue Eric, pour poser 2 ou 3 questions dans un instant. Vous écoutez la radio MPC. Oui, monsieur Eric Ngabo, est-ce que vous pouvez prendre le micro et peut-être poser 2 ou 3 questions à nos invités? Oui, merci Freddy, bonsoir à nos invités. Directement, je voulais orienter ma question vers monsieur Jordan Mouké, qui est mandaté par le gouvernorat de la province de Kivu. Monsieur Mouké, je ne sais pas si vous êtes toujours connecté. Oui, vous pouvez monter un peu de volume, je ne comprends pas. Oui, monsieur Eric, tu peux monter un peu de volume? Oui, merci beaucoup, monsieur Jordan. Je voulais savoir, vous avez dit qu'il ne faut pas dire ou toucher d'un gouvernement en disant un gouvernement faible. Aujourd'hui, nous voulons savoir, il y a eu des efforts fournis, bien sûr, par le gouvernement. Il y a eu des centres même du gouvernement de la province de Kivu à Minembwe, mais jusque-là, il n'y a pas la solution. Et vous avez dit qu'il ne faut pas dire que le gouvernement est faible. Jusque-là, où réside le problème? Qu'est-ce qui ne va pas pour que la paix revienne dans le haut plateau d'Uvira, Fizi et Mwenga? Qu'est-ce qui ne va pas pour résoudre le problème jusqu'aujourd'hui? Oui, merci de l'intérêt que vous pouvez continuer à porter pour notre gouvernement. Vous savez, le problème de paix, c'est un problème vraiment complexe. Dans quel sens? Les conflits que nous vivons aujourd'hui à Minembwe datent de très longtemps. Et ces conflits ne doivent pas être pris à la légère. Parce qu'au début, ce n'était qu'un simple conflit communautaire, mais aujourd'hui, que je peux dire, qui est transformé en guerre. Alors, quand il y a question de guerre, nous devons étudier toutes les pistes qui doivent mener aux solutions durables. Parce qu'il ne faudra pas trouver des solutions, mais qui ne sont pas durables. Il faut trouver des solutions durables. C'est pourquoi les descentes du gouverneur dans les hauts plateaux lui ont permis de comprendre pourquoi les gens continuent à se chamailler, pourquoi les gens continuent à faire la guerre. Et beaucoup d'efforts sont maintenant en train d'être mis en jeu pour comprendre, pour pallier à ce souci. Je dis ici qu'il y a beaucoup de nos frères qui sont dans les groupes armés parce qu'à un moment, il n'y avait pas d'emploi, à un moment, il y a eu un relâchement du gouvernement
mais c'est quand il y a relâchement, il n'y a pas d'emploi, les gens ne vont pas à l'école, il n'y a pas de sécurité, il n'y a rien. C'est là à faire que les jeunes soient révoltés et que les jeunes prennent des armes. Mais comme on a compris les problèmes, il est temps maintenant de voir, de trouver des pistes et des solutions. Quand je vous annonce bientôt les projets qui sera lancé par le gouverneur, un projet agricole volontariste qui sera lancé dans la plaine de la Ruzizi. Ça, c'est déjà un projet à encourager parce que si ce projet est lancé de l'autre côté, un projet qui va occuper des milliers et des milliers de personnes. Si ce projet est lancé dans ces coins, dans la plaine de la Ruzizi, tu penses que le forêt peut continuer? Oui. Je m'excuse. Nos auditeurs veulent tirer d'une leçon dans ce que nous sommes en train de dire. Aller directement sur les réponses concrètes. Je posais la question de savoir où est-ce que réside le problème, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui pour que la paix revienne dans le Haut-Plateau. Là, je comprends que vous touchez le manque d'emploi. Est-ce que vraiment c'est ça la responsabilité du gouvernement qui n'a pas été honorée? Pardon? Nous voulons savoir où est-ce que réside le problème aujourd'hui pour que la paix revienne dans le Haut-Plateau en général. Oui, vous savez, les problèmes, comme je l'ai dit, pour que la paix revienne dans le Haut-Plateau, nous tous, pas seulement les autorités, même nous, la population, nous devons d'abord comprendre les bien fondés de vivre ensemble. Nous devons arrêter avec les préjugés, nous devons arrêter avec nos idées de dire que tel n'est pas congolais et tel est congolais. Tu comprends un peu quand même? Parce que si nous comprenons ensemble pourquoi nous devons vivre dans la paix, si nous comprenons que la paix va apporter développement, je pense que les problèmes peuvent se résoudre dans 5 secondes. Parce que si nous nous disons, il est temps de construire notre province, si nous, populations, parce que tu ne vas pas me dire que ce sont les autorités qui sont dans les groupes armés, non, c'est nous, populations. Si nous, populations, nous comprenons d'abord les bien fondés de vivre ensemble, comment est-ce que si nous vivons ensemble, toi qui es agriculteur et moi qui suis éleveur, le fait de vivre ensemble, comprendre à vivre ensemble, ça pourra nous aider à quitter la forêt. Je pense que là, je me fais un peu comprendre. Est-ce que le gouvernement qui devrait imposer la paix, parce que c'est une responsabilité du gouvernement d'imposer la paix là où il n'y a pas la paix, ce n'est pas une faiblesse du côté du gouvernement? Oui, quand tu dis que c'est vrai, c'est le gouvernement qui doit imposer la paix. Et je t'ai dit, mon frère, le gouvernement, il travaille. Ce n'est pas pour rien que le gouverneur a fait 3 semaines à Kinshasa en train de discuter avec le président de la République, le Premier ministre et des partenaires internationaux qui tous ont compris et qui ont trouvé des pistes et des solutions pour venir imposer la paix. Le gouverneur est arrivé hier en province, en provenance de Kinshasa. C'est hier même qu'il est arrivé. Donc je vous assure, il est venu avec un message d'espoir. Et les autorités ont compris que l'État, les forces armées, l'armée républicaine doit tout mettre en œuvre pour imposer la paix au cas où les gens continuent à vivre dans la guerre. L'armée républicaine doit frapper fort et imposer la paix. Donc là, on n'a pas à avoir peur. Nous devons, pour ce moment, pour aujourd'hui, il faut que nous soyons optimistes. Mais aussi, comme je l'ai dit toujours, nous devons accompagner ces autorités. Nous ne devons pas seulement dire qu'il revient à l'autorité de ramener la paix. Oui, d'abord, ça revient au pouvoir régalien des autorités d'imposer la paix. Ça, c'est leur pouvoir. Mais nous, population, quelle est notre part dans le souci de voir les communautés vivre en paix? Vous, en tant que journaliste, nous, en tant que population, nous, en tant que Batambola Pipa, quelle est notre part pour le retour de la paix dans notre province? Nous ne devons pas tout simplement laisser la question de retour à la paix à nos autorités. Nous aussi, en tant que population, nous devons nous dire, bon, c'est trop, les gens ne doivent plus continuer à mourir, les gens ne doivent plus continuer à vivre, les gens ne doivent plus vivre en cachette. Aujourd'hui, nous devons nous dire les vérités en face, comme l'a toujours dit le prix Nobel. Nous devons nous dire les vérités en face, parce que pour les débuts du changement, la vérité est le début du changement. Si nous disons les vérités en face, avec des rencontres, des dialogues, parce que je vous dis, quand il y a dialogue, il y a toujours solution. Mais pas un dialogue de façade. Un dialogue de façade, non, mais un dialogue sincère, où on te dit les problèmes en face et les solutions seront trouvées.
Moi, je suis et je reste optimiste, surtout après le retour du gouverneur qui est venu avec un message de paix, un message d'espoir. On ne peut pas faire 3 semaines à Kinshasa, parler simplement de la paix et du développement, surtout dans les hauts plateaux. Ces problèmes ont trop duré et il est temps que ces problèmes finissent. Et nos autorités ont promis de tout finir. Je vous rappelle que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de son dernier passage ici à Bukavu, vous rappelez qu'à la place de l'indépendance, il avait promis de tout mettre. Il a même promis de mettre sa vie en jeu pour que la paix revienne à l'Est. Et surtout là, dans les hauts plateaux. Donc aujourd'hui, on va revenir vers vous. Merci beaucoup pour les interventions. Je voulais migrer vers M. Roger Bouendoa, qui est du projet Badilika de la Fondation Panzi. Je voulais savoir quelle est l'importance que le prix Nobel, Dr Mukwege, qu'il a accordé au massacre de Kipupu par rapport aux autres massacres, parce qu'à Sangue, on a tué des personnes. Récemment, dans le haut plateau, il y a eu aussi mort d'hommes. Il a touché seulement sur Kipupu. Est-ce qu'il y a un accent sur le massacre de Kipupu ou il y a une particularité? Je voudrais commencer par dire que le docteur Mukwege, comme prix Nobel, il ne doit pas être restreint à des villages, premièrement. Il faut encore dire qu'il n'est pas des Kipupu, c'est vrai. Mais ceux qui sont morts à Kipupu sont des Congolais, des Congolaises comme vous et moi. Sont des citoyens du monde et ont le droit. Ces gens-là avaient le droit d'être protégés. Le docteur a parlé quand il y a eu des bévues je pense que c'était à Sangue, il a rentré bien, il a communiqué. Il a communiqué, mais il n'est pas la seule personne. J'ai aimé ce que le collègue l'ami du gouvernorat venait de dire. En fait, pour que la paix s'efface, il faut que ça se fasse comme une contagion. Que nous tous, nous soyons des veilleurs de paix. Si chacune de nous est veilleuse de paix, la paix va venir. On doit penser que pour les questions de paix, il n'y a que le prix Nobel de la paix qui doit parler. C'est nous tous qui devrions nous lever et dire, là, la paix manquait. Mais aussi nous lever pour dire, maintenant, il y a la paix. Parce que le retour de la paix, c'est un état que nous devrions constater et dire, et proclamer que l'état de paix est revenu. Donc, tout problème qu'il y a eu, d'ailleurs, je voudrais rappeler que même les enfants qui passaient leur examen d'État, qui ont été violés, le docteur en a parlé. Le docteur en a parlé, mais les tribunes, c'est différent. Quand ils montent sur les tribunes, les tribunes sont différentes parce qu'il y a des tribunes où les sons va plus loin. Rappelez-vous que pour Kipupu, ce n'est pas seul le docteur qui a parlé. Il y a une délégation de députés, je pense, qui est descendue, et puis la MONUSCO est partie, et puis, je pense que c'est un débat qui n'est pas honnête. Penser que le docteur Mukwege voudrait faire du massacre de Kipupu son chien de garde ou... Non, pas du tout. Pas du tout, parce que d'ailleurs, ce que vous êtes en train de dire ressemble ni plus ni moins. C'est une opinion qui a été lancée, mais le docteur est serein et il continue à communiquer pour dire que nous ne pouvons pas répondre au message de haine. Nous pouvons répondre au message de haine que par l'amour. Et ça, c'est un message que nous disons à toutes nos populations qui sont dans le haut plateau. On ne peut pas répondre la haine à la haine. La paix ne viendra pas. Mais il faut répondre la haine par l'amour. Ça, je sais que c'est difficile, mais il faut opposer au mensonge la vérité, parce que là, il y a des gens qui pensent que le docteur, il est négationniste, il ne parle que d'une ethnie. D'ailleurs, la communication du docteur n'avait pas... lisez bien l'étude du docteur du 26, je pense, 26 juillet, n'avait pas parlé de qui était massacré. N'avait même pas dit qui les a massacrés. J'ai l'étude, je pense que nous pouvons le partager si vous voulez. Monsieur Bouendoa, est-ce que les gens, il y a des gens qui disent que le docteur Mukwege, il est devenu politicien plus que médecin. Est-ce que vous partagez le même point de vue? Frère, je ne sais pas si vous avez une famille. Je travaille très proche du docteur Mukwege et je peux vous dire que j'avais vu un jour un enfant de 18 mois. Je dis 18 mois. 1 année et 6 mois, venu les intestins entre le pied. Dites-vous, la santé c'est quoi? La santé c'est l'état complet du bien-être, frère. Alors, regardez, la définition de la santé c'est ça.
je ne veux pas qu'on se ramène à des débats à des nomenclatures ici, mais la santé, c'est l'état du bien-être. Et le docteur Mukwege, médecin de son état, quand il avait cet enfant devant lui, il a amené dans la salle d'opération cet enfant de 18 mois, les intestins entre les jambes, qui, en fait, s'il n'y avait pas une intervention rapide, ne pouvait que mourir. C'est une vie qu'il faut sauver. Vous, médecin, vous sortez d'une intervention comme ça, comment? Les cœurs nets, tranquille, j'ai fait mon travail, je m'arrête, bon, demain on amène un autre cas, moi médecin, j'attends, on va payer les frais de consultation. C'est ça? Non, moi je ne pense pas que le travail que Mukwege fait, c'est un travail. On peut entrer au bureau, on dit j'ai fait les indicateurs, je peux partir. Ce n'est pas ça, c'est un travail qui touche à la vie des gens. Et chaque vie d'une femme soignée, touchée, réparée, c'est une vie qui vaut la peine de réclamer la dignité. Et c'est ça son travail. Et moi, je ne vois pas qu'un défenseur des droits humains soit, je ne sais pas si vous voulez le mettre sur une moule de politicien. C'est un défenseur des droits humains et il le reste. Si c'était un politicien, s'il voulait faire la politique, je ne pense pas qu'il manque la capacité pour en faire. Tout d'autres cieux ne peut faire la politique que quelqu'un qui a excellé dans un domaine. Et je trouve que Dr Mukwege a excellé dans son domaine, dans le domaine qui est le sien. Regardez ailleurs, les politiciens peuvent échouer, mais le président Hollande aujourd'hui, il était prouvé à beaucoup d'éléments qu'il était un des meilleurs financiers, économistes, ainsi de suite. Le président Chirac était un des meilleurs agronomes. Trump était un des meilleurs hommes d'affaires. Il a des milliards de dollars. Donc, ailleurs, quelqu'un qui fait la politique doit avoir excellé en quelque chose. Chez nous, on peut venir de rien faire la politique. Enfin, là n'est pas le débat. Je voudrais dire que Mukwege n'est pas intéressé par la politique. Ça reste un défenseur des droits humains, un sonneur de glas pour la paix. Okay. Freddy, si vous pouvez récupérer encore la parole pour la suite, parce que nous sommes vers la fin de l'émission. Oui, monsieur Eric, merci beaucoup pour votre intervention. Merci beaucoup à nos invités. On doit aller à à la fin de notre émission, mais je voudrais poser une question, peut-être que ce serait la dernière. Je voudrais poser une question à monsieur Jordan. Monsieur Jordan, vous avez dit que vous faites le tout possible pour que la paix durable revienne dans le haut et le moyen plateau. Quel est le procédure, quel est le moyen que vous allez utiliser pour que la paix revienne? Est-ce que vous allez augmenter le nombre des FARDC? Est-ce que vous allez faire un dialogue intercommunautaire? C'est quoi, monsieur Jordan? Oui, merci pour votre question qui est vraiment pertinente. Après les réunions qu'il y a eu à Kinshasa, plusieurs pistes de solutions ont été dégagées. Je commence d'abord par la première solution et la plus importante. C'est le programme DDR. Le programme DDR concerne la réinsertion sociale. Quand on parle de réinsertion sociale, on va faire des projets. Des projets seront lancés pour appeler nos frères qui sont dans les groupes armés à quitter ces groupes armés et rentrer dans la vie civile. Alors, pour procéder à ces programmes DDR, on doit d'abord passer par des dialogues, comme tu l'as dit. Parce que c'est à travers des dialogues qu'on lance des appels, qu'on sensibilise la population, qu'on sensibilise nos concitoyens qui sont dans les groupes armés à quitter ces groupes armés et revenir dans la société. Donc, la partie dialogue ne doit pas être négligée dans ce programme. Mais aussi, après avoir lancé ces programmes DDR qui concernent la réinsertion, il faut aussi imposer l'autorité de l'État. L'autorité de l'État s'impose par les renforcements des forces de l'ordre. Donc, nous devons renforcer les forces de l'ordre de l'armée. La police doit être renforcée dans les hauts plateaux afin d'imposer ce qui est nécessaire. Parce que lorsqu'on vous appelle à quitter les groupes armés, à travers les DDR, qui est un programme très important, une fois que vous quittez l'armée, vous n'allez pas tout simplement rentrer à la maison en tant que civil sans emploi ou sans occupation. On vous demande de quitter l'armée, les groupes armés, pour rentrer dans la société avec une occupation qui pourra vous permettre à vivre et à tenir le bout du mois. Donc, si vous refusez cet appel, tout ce que l'État ne peut faire, c'est imposer son autorité en renforçant les forces.
Et nous qui avons confiance en nos militaires, nous qui avons confiance en notre armée, une armée républicaine, si nos frères ne veulent pas quitter les groupes armés, c'est que les FARDC vont frapper fort et pour imposer la paix, parce que trop c'est trop. Il est temps que nous puissions comprendre qu'on a déjà perdu des milliers et des milliers de vies. Et tant qu'il y a la guerre, on n'aura jamais développement dans notre province, dans notre pays. Donc, que les gens comprennent que nous tous nous puissions comprendre qu'il y a des approches. Cette approche d'aider, c'est une approche tellement importante qui va non seulement apporter la sécurité et qui va aussi apporter le développement. Moi, je continue à lancer cet appel. Que nos frères qui sont dans les groupes armés comprennent pourquoi nous devons vivre. Ils doivent quitter ces groupes armés. Nous devons arrêter de nous entretuer. Parce que lorsqu'on est dans les groupes armés, on ne tue pas seulement celui qu'on prétend être ennemi. Même nos familles, et nous qui sommes dans les groupes armés, sont victimes de nos coups de balles. Donc nous devons sensibiliser, continuer avec des genres d'émissions qui appellent à la paix. Des missions. Peut-être que notre correspondant sont déconnectés. Monsieur Eric, si tu nous écoutes, on peut faire donc la dernière édition. Je ne sais pas si vous nous captez. Monsieur Eric, si vous nous captez, vous pouvez donc appeler de nouveau. Mesdames et messieurs, on va revenir dans un instant après cette petite pause. Monsieur Eric, est-ce que vous nous captez? Amani idumu Kongo. Kongo, nchi ya mababu zangu. Kongo, nchi yangu. Namuombea rais wetu, Mungu mulinde, mpe afya, mpe amani, mpe maisha marefu duniani, mpe hekima kama Sulemani, aongoze Kongo kwa amani. Kongo, nchi ya mababu zangu. Kongo, nchi yangu. Twaiombea katiba yetu, Mungu ilinde. Twaiombea serikali yetu, twawaombea masenatere, twawaombea
twawaombea wabunge wetu, twawaombea askari wetu. Kongo, nchi ya mababu zangu. Kongo, nchi yangu. Ubariki uchumi wetu, uimarike, wabariki wanasiasa wote, bariki societe civile, bariki pia wageni wetu, bariki wakongomani wote. Kongo, nchi ya mababu zangu. Kongo, nchi yangu. La radio MPC. Asante Mungu kwa kunipa Kongo. Nchi ya mababu zangu. Kongo, nchi yangu. Twaiombea Kongo yetu, Mungu ilinde, uiokoe na umadui. Ponya Kongo na vita, uilinde mipaka ya Kongo, amani idumu Kongo. Kongo, nchi ya mababu zangu. Kongo, nchi yangu. Twamuombea raisi wetu, Mungu mulinde, mpe afya, mpe amani, mpe maisha marefu duniani, mpe hekima kama Sulemani, aongoze Kongo kwa amani. Kongo, nchi ya mababu zangu.
la radio MPC. Oui, Eric. Oui, vous pouvez aller avec la conclusion parce que nous sommes au terme de l'émission. Oui, ok. Bandugu mtatuia radi, lakini ni problème ya maconnexion za Congo peut-être. Monsieur Roger, est-ce que vous êtes là, Monsieur Jordan? Oui, je suis là. Oui, nous sommes là. Peut-être que Jordan était déjà au lit. Oui. Freddy, ils sont connectés. Allez-y avec la conclusion. Ils sont connectés tous. Oui, on va aller avec notre dernière question. Donc, compte tenu de notre passé, comment pouvons-nous donc construire un bon modèle de consolidation de la paix durable dans notre province, le site Kivu? Monsieur Jordan, et vous pouvez faire même une conclusion sur notre émission. Oui, en conclusion par rapport à notre émission, je ne peux que toujours lancer ce message de paix à tous nos frères qui sont dans les groupes armés, qui d'abord en majorité sont des jeunes comme moi. Et moi, je lance cet appel en tant que jeune. Un jeune qui a compris que nous vivons ensemble, un jeune qui a compris que tout développement, le développement ne peut que venir s'il y a sécurité. Et l'insécurité aujourd'hui est propagée par nos frères qui sont dans les groupes armés. Nos frères doivent quitter les groupes armés et suivre les programmes de réinsertion sociale que le gouvernement vient de lancer. Ce programme est tellement bénéfique parce qu'il va donner de l'emploi aux jeunes, il va occuper tous ces jeunes qui sont dans les groupes armés. Mais aussi, nous devons sensibiliser et continuer à dire à ceux-là qui sont appelés des tireurs de ficelles, à comprendre que la jeunesse qui est envoyée dans les groupes armés ne doit plus continuer à être banalisée ou clochardisée. La jeunesse est la force de demain. Si les jeunes de nos communautés belligérantes peuvent comprendre qu'il y a beaucoup plus d'opportunités dans la vie sociale et dans les groupes armés, les jeunes peuvent quitter les groupes armés et continuer soit dans l'agriculture, dans l'élevage, et cela va profiter à tout le monde. Nous avons une terre bénie, nous avons une terre qui répond lorsqu'on entreprend. Lorsqu'on fait l'entrepreneuriat, ça va aider. Lorsqu'on se rend à l'école pour étudier et après on devient important pour la société. Donc, que nos jeunes qui sont dans les groupes armés comprennent c'est bien fondé de vivre ensemble, que nos communautés se mettent ensemble, que nos communautés se disent on a déjà perdu beaucoup de gens, il est temps d'arrêter avec la guerre, il est temps de vivre ensemble, il est temps de construire notre province, il est temps de contribuer en tant que bons citoyens pour le développement. Nous avons des atouts. Si on a la force de se faire la guerre, c'est que nous avons aussi la force de construire la paix. C'est cette force de construire la paix qui doit nous animer. Et la construction de la paix n'est pas seulement de l'apanage des autorités, mais nous aussi citoyens, parce que nous sommes tous victimes des guerres, nous sommes tous victimes de ces violences sexuelles, nous sommes victimes de tout ce qui se passe dans les hauts plateaux et partout. On peut être à Bukavu, mais on ne peut pas demain ou après-demain, les méfaits des guerres qui se passent dans les hauts plateaux peuvent nous rencontrer ici et peuvent même toucher toute la République. Continuons à sensibiliser la population, à comprendre combien vivre ensemble sans la guerre est plus important que vivre dans la guerre et dans l'insécurité. Ensemble, nous allons construire une culture. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Jordan. Oui. Pardon, dans 30 secondes, je voulais dire aussi ceci. Okay. Aujourd'hui, nous devons faire confiance à nos autorités et nous devons surtout accompagner nos forces de l'ordre. Nous devons faire confiance à l'armée, nous devons faire confiance à nos autorités politico-administratives et nous devons arrêter avec l'esprit de haine. Nous sommes tous Congolais et nous sommes appelés à vivre ensemble. Et le vouloir vivre ensemble, tu dois être au-dessus de tout conflit, de tout préjugé et surtout on doit arrêter les histoires de tribalisme. Le tribalisme ne nous aide pas, ne construit pas. Il y a déjà des décennies que les communautés vivent ensemble de l'autre côté.
C'est vrai, ils ont toujours vécu dans des conflits. Les conflits aujourd'hui sont transformés en guerre. Mais si aujourd'hui on s'est dit, on a déjà perdu beaucoup de gens, il y a nos mamans qui sont violées chaque jour, il y a nos filles, il y a nos enfants qui ne vont pas à l'école, cela profite à elle. Est-ce que les guerres que nous sommes en train de vivre chaque jour nous aident à quoi? Il n'y a à rien quand même. Ça fait que perdre, ça fait que continuer à nous amener dans la perte des vies humaines et la perte de nos biens. Donc, appelons nos frères à quitter l'armée et à intégrer les programmes DDR qui est beaucoup plus profitable et les armes. Oui, monsieur Jordan, merci beaucoup. Je vous remercie. On peut aller vite à monsieur Roger Bouhindoa. Quel est le quel est le conseil que vous pouvez donner à notre gouvernement, la population de Sud-Kivu, monsieur Roger, en concluant aussi? Je voudrais commencer par notre population qui vit et qui se trouve dans le haut plateau, toutes les communautés confondues. La guerre ne profite à personne. Deuxièmement, ce n'est qu'ensemble qu'on est fort. La division ne nous amène rien. Pour le gouvernement, je voudrais dire que le gouvernement travaille pour la paix, pour le retour de la paix et pour l'imposition de la paix. Pour que la paix retourne, pour que la paix soit imposée, il faut que notre armée et notre police soient renforcées en équipement, je veux dire en logistique, mais aussi en commandement. Il faut qu'on envoie dans les troupes qui seront là-bas des hommes qui ont une capacité avérée d'imposer la paix. Il faut que le renseignement militaire soit un renseignement doté d'équipements capables et d'hommes capables de faire une anticipation des conflits. Parce qu'on anticipe le conflit quand on a de vrais spécialistes. Il faut que par rapport à la sécurité, on pense aux instruments de sécurité qu'a l'État, que ces instruments de sécurité travaillent pour dénicher les tireurs de ficelles. Les tireurs, parce qu'on est en train d'entendre que les tireurs de ficelles sont connus et ils s'appelleraient entre guillemets notables du Kivu. Aussi, ils sont connus, mais qu'ils soient mis au frais, et qu'on impose un dialogue franc. Non, on stimule un dialogue franc des bénéficiaires de la paix, qui sont toutes les communautés qui se trouvent là-bas. Il faut qu'on active la diplomatie pour que la diplomatie soit une diplomatie qui agit. Il faut qu'on repose notre pays sur des valeurs de justice. Le rapport Mapping est un rapport qui est en train d'attendre. Et s'il n'y a pas de bonne justice, ce pays ne sera pas élevé. Je vais terminer par citer le docteur Mukwege pour dire que, au fait, à ceux qui se reconnaissent dans notre lutte pour la justice et la paix, nous les exhortons à ne jamais céder à la provocation. Répondre au message de haine par l'amour, qu'ils opposent la vérité au mensonge, qu'ils accordent le pardon aux insultes. Je le cite pour la deuxième fois, le docteur Mukwege, si on ne peut pas se sacrifier pour les générations à venir, alors on n'a pas soi-même de raison de vivre aujourd'hui. J'ai cité docteur Mukwege, je souhaite la paix à tous nos frères, à toutes nos sœurs qui se trouvent dans le haut plateau, et je pense que la paix doit se cultiver. Nous devons tous porter ces grains de paix, le mettre sous le sol, et puis attendre que la paix revienne. Chacun de nous, les balles ne vont rien sauver. Les balles ne vont rien sauver, les autres vont se moquer de nous, et ils vont nous traiter des populations barbares. L'adjectif barbare n'a jamais été un qualificatif d'honneur. Donc nos frères qui sont à Minembwe, qui sont dans le haut plateau du côté de Mwenga, dans le moyen plateau, qui sont juste dans la plaine de la Ruzizi, c'est vrai qu'au lieu de nous coller les préjugés et les guerres commencent toujours dans le haut plateau du Kivu pour embraser toute la République et nous mettre dans un état de non-droit, il est temps qu'on s'arrête. Nous avons des terres fertiles. Ce serait la Suisse d'Afrique si Minembwe n'avait pas de guerre. Qui n'irait pas là-bas? On va au Kenya, on va en Tanzanie, on va voir les touristes et aller. C'est des capitaux que nous sommes en train de faire. C'est le développement que nous sommes en train de gâcher. C'est la paix, en fait, pour nos générations qui vont venir, que nous sommes en train de bâillonner. Et ça ne sert à rien.
Et voilà, mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à cette émission de MPC Radio, une émission qui a tourné autour de la sécurité dans la province du Sud Kivu. Un accent est mis sur les hauts plateaux d'Uvira, Fizi et Mwenga. Nous étions avec l'honorable Sebenezar Berangabo, malgré qu'il a été déconnecté de notre studio. Il suit de près la question de l'insécurité dans cette province également. Il a pris part dans cette émission M. Jordan Mouké au compte du gouvernorat. Nous étions avec M. Bouhendoua Roger qui représentait la fondation Dr Mukwege. Nous disons merci à vous toutes, vous tous qui nous ont prêté une oreille attentive. Merci à toute l'équipe de MPC qui a procédé la préparation de cette émission. À la prochaine, vous étiez avec Freddy Salus au studio. Merci, Monsieur Jordan. Merci Jordan et Roger. Passez une excellente nuit. Merci. Vous écoutez la radio MPC.